Mohamed Arbi, donc vous quittez le cabinet civil du ministère de l'Armée et vous passez donc aux affaires étrangères. On appelait ça les affaires extérieures. Ce n'était pas les affaires étrangères. Effectivement, il y a eu au cours de l'été 59, de l'année 59 quasiment, une grande crise aussi bien aux frontières qu'au ministère des Affaires extérieures. Et il y a eu une réunion après cela du Conseil national de la Révolution qui s'est tenue entre décembre et janvier pour résoudre cette crise qui posait le problème de la centralisation de l'armée aux frontières et en même temps qui devait revoir un certain nombre d'appareils du FLN et d'abord le ministère des Affaires extérieures. Et donc Krim, qui avait été ministre des Forces armées, est passé de ce ministère au ministère des Affaires extérieures. Et il a tenu à prendre avec lui l'ensemble de son personnel qui était aux Forces armées. Et c'est donc à ce moment-là que je suis parti au Caire. Il m'avait même demandé avant le départ, il m'avait demandé un avis. Il m'a dit, voilà, j'ai un secrétaire général, c'est Saad Dahleb, futur négociateur, qui est nommé par le gouvernement, mais j'ai besoin d'un secrétaire général adjoint. Qui vois-tu à ce poste? J'ai dit personnellement que je voyais Mabrouk Belhoussine. Mabrouk Belhoussine, c'était un ancien directeur de cabinet du département de l'armement, avec le colonel Ouamran, et c'est un militant nationaliste de vieille date. Il a même été à l'origine avec deux autres dirigeants du MTLD d'un texte de théorie politique sur la nation algérienne. Et il a quitté le parti au cours de la crise qu'on appelait la crise berbériste. Des gens qui posaient le problème de qu'est-ce qu'être algérien. Voilà. Donc, il avait été aussi compagnon de route à un moment donné à Bougie, du PC, mais comme nationaliste, contrairement à d'autres de ses camarades qui ont quitté le MTLD pour aller au Parti communiste, lui a quitté le MTLD, mais il n'a pas adhéré au Parti communiste. Donc, on s'est retrouvé avec une équipe extrêmement très jeune pour l'époque, très jeune, au Caire, pour organiser le ministère des Affaires extérieures. C'était un gros problème parce que ce ministère a été s'est constitué d'une manière empirique, sans définition des critères quant au recrutement des délégués à l'étranger, sans appréciation sérieuse de leur capacité à transmettre les messages de la direction, quelquefois ne connaissant pas l'histoire du mouvement national dans ses détails. Donc, ce ministère va prendre un nouvel essor. Et il va puiser beaucoup dans le mouvement
étudiants pour désigner des délégués à l'étranger. Les bases politiques avaient été posées par le gouvernement provisoire au mois de mars 59, hein, alors que les militaires essayaient de résoudre les problèmes entre eux. Et cette date est importante parce que les décisions du gouvernement venaient après les voyages à Pékin et à Moscou. Et donc, ils ont décidé de se pencher davantage sur la question des rapports avec les pays de l'Est. Il y a eu beaucoup d'hésitation et pendant longtemps à avoir des rapports clairs avec les pays de l'Est parce que d'après l'analyse du gouvernement, ou plutôt des principaux dirigeants, il fallait surtout ne pas mécontenter l'Occident et travailler à utiliser les contradictions qui pouvaient surgir au sein du camp occidental. Et ils se sont rendus compte à l'épreuve des faits que la solidarité avec la France, malgré des divergences qui n'étaient pas toujours très visibles, n'apparaissait pas et ne jouait pas comme un moteur politique. Donc, ils ont décidé de prendre des contacts plus suivis avec les pays de l'Est. Je dois dire sur cette question que là où il y a eu vraiment une poussée pour des rapports avec les pays de l'Est, c'était essentiellement chez les militaires, y compris les anticommunistes les plus avérés. Ce qu'ils voulaient, c'était des armes, point. Ils s'en fichaient de ce que pouvait penser l'Occident, alors qu'au niveau politique, les dirigeants hésitaient beaucoup à aller dans cette direction. Lors de la répartition des tâches au ministère, j'ai hérité du département des pays socialistes, dits socialistes. Nous avons passé au départ un mois à mettre en place le ministère, à rédiger les rapports. Chaque département devait faire un bilan du département qui lui était confié et rédiger un rapport sur les orientations à mettre en œuvre dans tel pays ou tel autre. Et c'est à moi qu'on a demandé de faire la synthèse des rapports. J'ai fait donc la synthèse des rapports de tous les départements et ce faisant, j'ai accédé à un certain nombre d'archives que je ne connaissais pas, ou du moins ça me permettait de situer un peu plus à travers ces archives les positions des différents responsables sur les orientations en matière de politique extérieure. Mais je ne suis pas resté longtemps au département des pays socialistes pour une raison précise. J'ai eu un conflit très sérieux, une discussion très houleuse avec l'état-major de l'ALN, le colonel Boumedienne et le colonel Menjeli particulièrement. J'avais été envoyé pour préparer la visite de Krim à Pékin. J'étais chargé de la préparation du voyage en tant que chef de département. Et alors, j'ai
on m'a donné un ordre de mission pour discuter avec l'état-major des besoins de l'armée, des besoins en armement, mais aussi des besoins en formation de cadres militaires, aviation, etc. La discussion a porté sur au lieu de porter sur l'objet de ma mission, a commencé par une discussion sur des questions de stratégie militaire. Et moi, j'avais exposé la thèse d'une guerre de longue durée et des dispositions que devait entraîner cette approche. Et il y a un membre de l'état-major qui était un peu sur la défensive, ça ne lui a pas plu. Il y a eu presque une altercation. Alors, fait curieux, le gars avec qui j'ai eu une altercation, c'était un gars qui appartenait dans les années 50 à la daïra de Skikda, et donc nous nous connaissions très bien. Mais il n'a pas admis que je parle d'égal à égal avec lui. Alors, après ça, j'ai eu des discussions avec des officiers. Ces discussions ont été rapportées et ce membre de l'état-major en a déduit qu'il y avait un complot en préparation. C'était vraiment quelque chose d'absolument ahurissant. C'était simplement une discussion. Donc, l'état-major n'a pas du tout abordé avec moi le sujet pour lequel j'étais allé les voir. Et ils ont demandé mon arrestation au gouvernement par message. Heureusement, il y avait un copain qui m'a avisé, il m'a dit « ils viennent d'envoyer un message, hein, essaye de filer, hein, parce que si le GPRA répond, ils vont te garder ici. » Alors, je suis parti avec un officier en direction de la Tunisie, et de là-bas, je suis reparti très vite au Caire, hein, et au Caire, j'ai discuté avec le staff de la direction et puis j'ai tout de suite donné ma démission avec un rapport qui traitait, hein, les responsables de gérer d'une manière policière les questions politiques, et j'ai fait dans cette lettre qui a été publiée d'ailleurs des années après, les problèmes de la Révolution qui n'étaient ni abordés ni résolus. Donc j'ai fait un texte politique et c'est ça qui les a embêtés. Ça les a embêtés parce que je me battais sur des questions politiques alors qu'eux avaient transformé une discussion en complot. Et j'étais d'autant plus à l'aise que j'étais au Caire et que les Égyptiens, ayant appris les choses, ont avisé qu'ils n'aimeraient pas qu'il y ait une autre affaire comme celle qui a abouti à la défenestration d'un cadre du GPA au ministère de Boussouf. Donc j'étais vraiment tranquille. Je suis resté un bon bout de temps au Caire sans poste et après on m'a demandé de partir en Tunisie, passer devant un conseil de discipline. J'ai demandé des garanties et on m'a donné des garanties. J'étais parti du Caire vers la Tunisie en voiture avec le colonel Ben Aouda et bizarrement, quand on est arrivé aux frontières, le ministère de l'Intérieur tunisien
avait donné ordre de ne pas me laisser rentrer. Il a fallu négocier avec eux. Et pourquoi on ne me laisserait pas rentrer? Tout simplement parce que j'étais un des partisans j'aurais été un des partisans de l'extension de la guerre à la Tunisie. Évidemment, j'étais pas bourguibiste et j'avais, comme beaucoup d'autres camarades, une stratégie qui partait non pas simplement de l'Algérie, mais qui partait de l'ensemble du Maghreb. Et c'était ça qu'ils appelaient extension de la guerre à la Tunisie. Donc, je suis passé en conseil de discipline, il y avait deux personnes. Il y avait le président Farhat Abbas et il y avait Boussouf. Boussouf n'est pas resté, à peine la séance ouverte, il a dit à Abbas, moi j'ai un travail urgent, hein, tu t'occupes de cette affaire. Quand il est parti, Abbas m'a dit, tu vois mon fils, quand il s'agit de prendre des décisions, il me laisse seul. Et on a commencé à discuter de choses et d'autres. Et il m'a dit, Harbi, toi, tu es de quelle région? Bon, j'ai dit de telle région. Ah, parce qu'il y avait un Harbi avec moi aux délégations financières dans les années 40. Et puis, après, il est devenu comme délégué à l'Assemblée algérienne. Et il continue comme ça. Il parle du passé quasiment de collaboration avec l'administration française, la sienne, celle de mon grand-oncle. Et à un moment donné, il me dit, pourquoi tu es contre papa Abbas? Hein? Pourquoi tu dis des choses contre moi, etc. Il m'a dit, mon fils, nous sommes avec des gens de sac et de corde. Vivement qu'on rentre chez nous et qu'on mette entre eux et nous le peuple. Le pauvre, il avait beaucoup d'illusions sur sa capacité, hein, à peser sur les événements. Donc, j'ai été quasiment absous, hein, il n'y avait ni complot ni rien, et ça intervenait à un moment où les prétentions du commandement de l'armée à peser sur les questions et les orientations politiques avaient commencé à apparaître au grand jour. Donc, si j'étais absous comme ça, c'est parce que le danger, le vrai danger, c'était cet état-major qui commençait à poser des problèmes au gouvernement et qui les posait non pas en termes militaires, mais en termes politiques, sur la question des alliances, etc. Et surtout sur les rapports avec la Tunisie et comment dirais-je, les ennuis qu'ils avaient avec le gouvernement tunisien en ce qui concerne le passage des armes et d'autres problèmes. Lors de l'altercation avec Ali Menjdi, il est peut-être utile de noter que il y avait un certain nombre d'officiers qui ont assisté à cette altercation. Il y avait d'abord Boumediene, il y avait le commandant Lamine Khan, il y avait le colonel Ali Kafi, il y avait le capitaine Hashmi Hadjras et le capitaine à Taïdia. Et Boumediene était là, il assistait à cette altercation et à la discussion. Compte tenu de la discussion, il n'a pas dit un mot. Pas un seul mot. Et cette année, je suis tombé sur un ouvrage et j'ai connu le nom du gars qui a mené l'enquête. Ce gars, c'est celui qui a fait la campagne pour le mouvement étudiant, pour une organisation laïque, avec moi. Hein? Et ce sont ces conclusions qui ont été prises en compte sur la question du complot. C'était moins dans la discussion avec Menjdi que dans la discussion des officiers, avec les officiers.
dans la discussion avec les officiers, j'ai dit que c'était pas normal que des hommes comme Ben Khadda, etc., et Dahleb n'aient pas été, comment dirais-je, soit restés sans responsabilité après le CNRA de 1958-59. Et c'est ça qu'ils ont pris qui a servi d'argument pour qualifier mes propos de préparation d'un complot. Alors, ce qui était amusant, c'est que c'est un copain à moi qui, en définitive, comme fonctionnaire de Boussouf, a eu le dossier en main. Donc, je suis reparti au Caire, et au Caire, on m'a donné la direction de l'information. Effectivement, quand la délégation est partie à Pékin, c'est le responsable de l'information qui est parti à ma place. Et donc, j'ai permuté, en fait. Mais c'était pour eux une plus mauvaise affaire. Parce que, en prenant la direction de l'information, c'était le contrôle des émissions en direction de l'Algérie. Il y avait ce problème. Et puis, c'était les directives qui étaient données aux différentes missions au Moyen-Orient. Et est venu un événement qui m'a permis de vraiment donner du sens au poste que j'occupais. C'était la grève des dirigeants algériens, Ben Bella, Aït Ahmed, etc. Et les grèves pour le statut politique, pour l'amélioration des conditions de détention, etc. Et j'ai vraiment mené une campagne terrible, et en direction du pays et en direction des pays du Moyen-Orient. C'est quand j'étais à l'information, je trouvais que les émissions faites en arabe classique devaient être faites en langue, en parler algérien. On s'adressait aux Algériens. Et j'ai préparé moi-même de concert avec celui qui s'occupait de cette émission, les textes en arabe dialectal, en dialecte, algérien. Et il y a eu 2 émissions qui sont passées. À la 3e, les Égyptiens ont dit non. Vous faites des émissions en arabe classique. Pourquoi les Égyptiens tenaient tellement à ce que ça ne soit pas l'arabe dialectal? Parce qu'ils considéraient comme, d'un point de vue nationaliste, que c'était un moyen de communication. Il devait y avoir, c'est au niveau de la langue classique qu'il peut y avoir unité. Les dialectes sont tout à fait différents. Donc c'était dans l'espoir de non, l'unité arabe. C'est un truc, oui, un truc politique. L'autre question. Alors que dans la réalité, quand ils font le cours pour les questions scientifiques et tout, ils le font en arabe dialectal. Ils parlent le dialecte à leurs étudiants. Alors, est-ce que la radio s'y émet? Est-ce qu'on a des éléments sur l'écoute, enfin le public en Algérie? Est-ce qu'il y avait... comment ça se passait? Oui, on avait des retours. Ça circulait beaucoup. Sawt al-Arab, elle a fait plus que que toute l'organisation du FLN. C'était très écouté. Oui, évidemment, à l'époque, il n'y a pas de... Mais après, on a eu nos propres radios. On a une radio qui émet à partir de la Tunisie, une radio qui émet à partir du Maroc.
C'était les radios qui étaient mises en place par le ministère de l'Information avec le personnel de Boussouf. Est-ce que on pouvait l'écouter en France? C'était onde courte ou onde... Non, en France, on peut écouter la voix du Caire, mais les radios du FLN, elles émettent pas très loin. Hein, si vous voulez, c'était déjà un État en marche, hein, le FLN. D'une certaine manière, c'était un État en marche, puisque on a réussi au bout d'un certain temps, surtout à partir de la création du GPRA, le Maroc et la Tunisie reconnaissaient l'autorité du FLN sur tous les Algériens. À partir de quelle date à peu près? À partir de la création du gouvernement, il y a eu les choses ont progressivement changé. Avant, le FLN se comportait d'une manière qui ne respectait pas la souveraineté des Marocains et des Tunisiens, parce qu'ils voulaient, eux, avoir sous leur autorité les gens qui venaient, et tant que ce n'était pas un État, il n'y avait pas de raison pour que le FLN dispose des Algériens. C'était très écouté en Algérie. Ah oui, oui. D'ailleurs, je pense que par certains aspects, je ne sais pas comment ça s'est passé chez Boussouf, hein, pour les rapports avec l'Algérie. Mais d'une manière générale, on avait plusieurs radios. Hein. Il y en avait une en Tunisie, une au Maroc. Il y avait celle du Caire qui était d'une puissance qui a touché toute l'Afrique. Je pense qu'on n'a pas utilisé comme il fallait la radio. Et même à un moment donné, à la Fédération de France, il y avait les émissions berbères en France, et on avait des militants là-dedans. Ils les ont fait démissionner et partir à l'étranger, rien que pour faire un coup. Alors qu'ils seraient restés à la radio, hein, c'était un excellent moyen de communication avec le pays, à travers des codages, utilisation de la chanson, de trucs. Il y avait un tas de choses qu'on pouvait faire. Bon, ils les ont fait démissionner comme ça, bêtement. Les Égyptiens avaient le pouvoir de vous imposer la langue dans laquelle vous vous exprimez. C'est leur radio. C'est leur radio. Mais ils pouvaient aussi vous confier des créneaux. Comment? Et ils pouvaient vous confier des créneaux et respecter votre souveraineté culturelle. Si on avait débattu de cette question démocratiquement, il y aurait eu une bonne partie des Algériens qui auraient adopté le point de vue égyptien. Tous ceux qui sont pour le nationalisme arabe auraient pensé comme les Égyptiens. Parce que dans la doctrine des nationalismes arabes, ils reconnaissaient la prééminence du Caire. Ils ont fait exactement comment Sati al-Husri, leur principal théoricien, il a élaboré la doctrine du nationalisme arabe en étudiant le pan-germanisme, en étudiant l'affaire italienne, etc. et tout. Et donc la question linguistique était une question fondamentale. Et d'ailleurs en Algérie, ce n'est pas résolu jusqu'à présent. Nous avons réussi, pendant toute la guerre, à avoir une autonomie de décision par rapport à tous les pays arabes. Ça a été très dur, mais c'était une question sur laquelle
il n'y avait ni droite ni gauche au gouvernement. C'était l'Algérie, point. Et dès que quelqu'un se rapprochait ou donnait l'impression qu'il était de connivence avec un État contre une décision, c'est arrivé, c'est fini pour lui. Il est mort. Politiquement, il est mort. Donc sur la question de la radio, il fallait leur dire oui. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et comment sont reçues des émissions en arabe classique dans la population à l'époque? Oh ben, il y avait le rapport qu'il y a à la langue sacrée. Hein. C'était un peu ça. Hein. Pour eux, mais pour les Égyptiens, c'était très important de parler la langue classique parce que la langue classique, c'était un moyen de communication des élites entre elles. Hein. Tandis que la langue dialectale nationalisée, hein, nationalisée la communication, ce qui n'est. Et donc, aller à l'encontre de leur conception du nationalisme arabe. Quoi. Alors, ils se sont dit qu'ils nous embêtent, il ne faut pas qu'ils restent ici. Et donc, ils m'ont nommé comme chef de mission en Guinée. Je suis parti chez Sékou Touré, c'est comme ça. C'est dans ces conditions que je suis parti en Guinée. Je ne suis pas resté d'ailleurs très longtemps. D'abord parce que il y a eu en mai 61 les premières négociations et ils m'ont appelé comme membre de la délégation. J'étais de la délégation des experts, donc j'étais aux premières négociations d'Évian. En fait, les experts n'avaient rien à expertiser. Tout s'est passé au niveau de la délégation qui négociait avec la délégation française. Les experts, nous avions eu quelques problèmes à traiter, les questions de frontières avec nos voisins, etc. Et puis, surtout, la question des minorités, la question de la minorité européenne. Donc, j'ai présidé une commission qui n'a fait que toucher un certain nombre de problèmes qui avaient déjà été étudiés par ailleurs. Et donc, on a suivi surtout les négociations. Et au bout du 3e jour, comme on avait les textes arrivés, on était 2 à avoir dit c'est pas aux négociateurs et surtout à Krim qui était notre ministre, ce n'est pas pour cette fois. Les négociations n'iront pas très loin, les choses ne sont pas encore mûres. Et Krim était dit trouvez-nous, vous les intellectuels, trouvez-nous une solution, il ne faut pas qu'on s'en aille. On va retrouver encore les membres du CNRA qui sont mobilisés contre le gouvernement, etc. Trouver une solution. Bon, c'était une réaction à chaud comme ça. Et puis, bon, quelques jours après, les choses se sont tassées et puis les négociations ont été rompues. Mais pour moi, dans cette délégation, j'avais dit dès le départ que les choses n'étaient pas mûres, mais j'étais conscient qu'on allait vers une solution de la question algérienne. Donc je suis parti en Guinée et je suis resté quelques mois chez Sékou Touré. J'ai eu l'occasion de connaître un certain nombre de dirigeants et surtout j'ai eu l'occasion de voyager, de connaître le Mali, de connaître le Ghana et c'était au moment après la constitution d'un groupe
dits progressistes, le groupe de Casablanca, avec l'Algérie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Mali, le Ghana, la Guinée. Hein, on était 6 pays. Dans ce groupe de Casablanca, les Algériens, c'était pour la solution de la question avec la France, et le Maroc était là parce qu'il y avait la question mauritanienne, ils revendiquaient la Mauritanie, et donc cette question de la Mauritanie et cette question de l'Algérie constituaient un handicap pour le retrouvailles entre tous les pays africains. Et il fallait attendre l'indépendance de l'Algérie pour que les possibilités soient créées pour pour les retrouvailles entre les différents États africains. Donc, je suis resté en Guinée jusqu'au 16 septembre. J'ai eu surtout l'occasion d'assister au conflit de la Guinée avec les soviétiques, de connaître tous les communistes que j'avais connus en France, qui étaient là-bas pour aider le gouvernement. Il y avait surtout des gens qui étaient spécialisés dans le commerce extérieur ou bien dans les entreprises. Et des universitaires, il y avait pas mal d'universitaires français là-bas. Donc j'ai été rappelé au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a eu une mini-crise et la formation d'un nouveau gouvernement présidé par Ben Khadda. Et j'ai été appelé comme pour diriger le secrétariat général du ministère des Affaires extérieures. Il y a également un problème qui était important. J'ai commencé à classer les archives du ministère des Affaires extérieures. Et là, j'ai trouvé pas mal de documents qui étaient signés par Mohamed Khidr portant sur les affaires extérieures. Par exemple, lors de la bataille de Dien Bien Phu, après Dien Bien Phu, ils ont envoyé une déclaration signée de Allal Fassi pour le Maroc, Brahim Toubel pour la Tunisie et Khidr pour l'Algérie, une invite, comment dirais-je, aux États-Unis d'intervenir pour que l'Afrique du Nord ne s'oriente pas vers le communisme. Clairement, en termes clairs. Et un certain nombre d'initiatives de ce goût-là. Par exemple, on avait attiré l'attention dans le rapport final, il a été publié dans les archives sur les lendemains de nos rapports avec nos voisins sur les questions de frontières. On avait fait des propositions, etc. Mais bon, personne ne s'en est soucié. Et ça concernait notamment le Maroc? Oui, c'était le Maroc. Il y avait la Tunisie, mais la Tunisie, ils sont venus au moment de la crise, ils sont venus poser la question des frontières. Hein, au moment de la crise de 62, ils ont envoyé un chargé d'affaires, Slim Ben Ghazi, et bon, je l'ai amené chez Ben Khadda, et Ben Khadda a dit c'est une question qui concerne tout le gouvernement, mais à l'époque le gouvernement était divisé en deux. J'ai accompagné Slim Ben Ghazi chez Ben Bella, et alors je voulais assister à la conversation et prendre le procès-verbal. Je savais pourquoi Slim Ben Ghazi était venu, etc. Et j'ai discuté avec lui. Ben Bella m'a dit non.
Et moi, je lui ai dit, après, je lui ai dit, la question des frontières, c'est très important. Et tout ce qui se dit doit être mis dans des dossiers. C'est des affaires en cours, hein, qui sont d'une importance capitale. Il n'a pas voulu. On n'a jamais su sa conversation. Je sais quelle a été ce qui s'est passé avec Ben Khadda, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ben Bella. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu faire un procès verbal. Quelle était la revendication des Tunisiens? Ben, écoute, c'est la revendication de la limitation à la borne 233. C'est une question importante parce que c'est le problème du pétrole. Il y avait du pétrole dans cette région. D'accord. Et en fait, Ben Bella ne voulait pas... parce que c'est... Il ne voulait pas laisser trace, ou est-ce que c'était une démarche générale de... Moi, je pense que c'est une démarche générale. Pour un tas de trucs. Par la suite, il a été accusé d'un tas de choses, dont complicité avec le Maroc quand il a été arrêté, puis on lui a ressorti la question de ses origines, comme quoi il était marocain, etc. Et tout. Donc, je trouvais que c'était pas une attitude responsable d'homme d'État. C'est une question nationale, il n'avait pas je comprends très bien qu'il ne veuille pas, à la rigueur, que j'assiste. Mais de donner un rapport, c'était une obligation. Qu'il le fasse lui-même. C'était une manière de la gestion des grandes questions qui allait empoisonner les rapports avec les voisins. Il gérait ça à l'ancienne, mais pas comme si c'était un État, mais la famille. C'est ça, voilà. Je ne pense pas qu'il y avait mauvais esprit. J'ai dit, c'est une manière d'envisager, de voir les problèmes. Et là, j'ai composé avec l'aide du ministre une délégation, une direction qui a été vraiment très, très compétente et qui a remanié de fond en comble le ministère des Affaires étrangères dans son organisation. Dans son organisation, il y avait des postes qui étaient des postes qu'on devait ouvrir. Hein. D'abord, l'Amérique latine. On n'avait pas de délégation en Amérique latine. On a fini par envoyer une délégation en Amérique latine avec l'ancien secrétaire général du ministère, Belhoussine, et puis avec l'abbé Berenguer, un abbé qui avait pris position de l'Oranie, qui avait pris position pour l'indépendance de l'Algérie, un homme tout à fait remarquable. Et puis on avait ouvert un autre poste, malgré les réticences du gouvernement turc à Ankara. Et on a changé un certain nombre de chefs de délégation et on les a remplacés par des gens qui venaient tous du staff politique de l'UGMA, de l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens. Donc, je suis resté à la direction du ministère et en fait, j'ai essentiellement eu comme tâche d'essayer de préparer la reconversion de ce ministère. J'ai oublié de dire que quand j'étais à la direction de l'information, j'ai conclu un accord avec le directeur du grand journal Al-Ahram, Hussein Heikel, pour former des journalistes et des techniciens de la presse. Et il y a eu une dizaine de jeunes
qui ont été formés, qui venaient tous de l'organisation étudiante que nous avions dans les pays arabes. Et à l'indépendance, ils sont tous passés par la direction. Ils ont pris la direction des journaux et des imprimeries, etc. Donc c'était vraiment une chose très importante que j'avais fait, que j'ai fait de ma propre initiative. Personne ne m'a rien demandé. Ce qui était intéressant avec mon ministre Dahleb, c'est qu'il couvrait toutes les initiatives. Hein. Elle ne passait pas par le filtre de décision du gouvernement ou d'un autre. Toutes les initiatives avaient été prises avec son accord. Et l'essentiel de notre tâche, c'était en définitive de suivre le gouvernement et les initiatives qu'il y avait au sein de la délégation qui négociait avec les Français. Nous avions des rapports au jour le jour avec toutes nos missions et nous tenions au courant tous nos alliés sur la question. Nous insistions beaucoup auprès du gouvernement parce que au départ, ils voulaient garder des dossiers secrets. On a tenu à ce qu'on puisse communiquer l'essentiel des discussions, là où ça clochait, comment on devait la présenter à nos alliés, etc. Et c'est au mois de février, le 15 février, nous avions fait un certain nombre de propositions concernant la gestion et les nominations qui tardaient les réponses tardaient à venir. Le 15 février, nous avons, à mon initiative, donné notre démission en bloc du ministère des Affaires, de la Direction des Affaires extérieures. Nous avons continué à expédier les affaires courantes, mais il y avait au ministère, et dans la gestion du ministère, un clientélisme dont tout le monde se plaignait, mais que personne ne voulait trancher. Et puis, il y avait même des choses qui étaient graves du point de vue de la gestion. Il y avait par exemple, lors de la conférence de Belgrade, où j'étais membre de la délégation, c'est moi qui ai rédigé le discours qu'a prononcé Ibn Khadda à Belgrade. Les Yougoslaves nous ont pris en charge, alors qu'on avait donné à un de nos représentants là-bas une somme de $10 000 pour l'entretien de la délégation. Or, ce délégué n'a jamais voulu rendre les $10 000 et il était appuyé par des gens bien placés. Et Dahleb avait dit, je ne vais pas avoir maintenant un clash avec des autres ministres alors que j'ai besoin de leur appui pour mener les négociations à bien. C'est une question secondaire. Nous avons dit, non, ce n'est pas une question secondaire. Il y a trop de choses malhonnêtes qui se passent. Si on rentre le pays avec des gens comme ça va être une véritable catastrophe. Et donc, quand Ben Bella et les autres ont été libérés, ils sont venus au Caire. Nous avions une divergence fondamentale avec le GPRA. C'était la question de Cuba. Nous étions tous pour des rapports avec Cuba. Et sur ce plan-là, nous étions un peu en phase avec l'état-major. L'état-major avait pris des contacts avec Cuba. Il a même envoyé un certain nombre d'enfants qui ont été invités à Cuba et qui sont restés pour être scolarisés, etc., qui sont revenus, bien sûr, après l'indépendance. Pour nous, c'est une question d'orientation générale. Et à l'époque, Cuba n'était pas ce qu'elle est devenue. Cuba, c'était un pays qui résistait tout simplement à la pression américaine, n'avait pas pris le tournant qui le menait à
disons, à une rupture carrément avec les États-Unis, mais ils avaient une position radicale et nous pensions déjà, à ce moment-là, il y avait l'idée de la tricontinentale était déjà en l'air et nous estimions que notre travail politique passait aussi par l'intermédiaire de Cuba. Le ministre des Affaires extérieures, il avait quel rôle par rapport aux autres membres de la direction dans les négociations qui ont abouti à l'accord d'Évian? Le ministre des Affaires extérieures, en fait, ça a été Krim était le chef de la délégation. Il y avait d'autres ministres importants comme Bentobel, comme Yazid. Mais le véritable interlocuteur de Jox, c'était Saad Dahleb. C'était le ministre des Affaires extérieures. Et les deux hommes qui étaient avec lui et qui ont mené toutes les discussions sur les questions de fond, c'était Mohamed Ben Yahya et Malek Reda. Deux éléments qui venaient du mouvement étudiant. Et Saad Dahleb, qui est devenu ministre en 1961 dans le gouvernement Ben Khadda, c'était vraiment un négociateur de talent. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été à l'indépendance. Ben Bella ne l'aimait pas du tout. Il a été d'abord nommé ambassadeur au Maroc, puis très rapidement il a quitté ce poste, puis après il a été PDG de Berlier Algérie, et il a fini par quitter le service de l'État. Il a ouvert une maison d'édition après l'arrivée de Chadli. Enfin, après l'arrivée de Chadli. Après 88, quand les choses se sont ouvertes. Mais il est entré dans les affaires. C'était quelqu'un de remarquablement intelligent. Vraiment. Il avait été secrétaire à un moment donné de Messali. Il est de la région du sud, de Chelala, où Messali était assigné à résidence. C'est à ce moment-là qu'il est rentré au MTLD. Oui, il faut dire que Saad Dahleb avait été membre du comité du CCE, comité exécutif, en 1956, au congrès de la Soumam, et qui formait avec Ben Khadda et Abben un groupe. Ils se sont tous les trois connus au collège de Blida. Mais ce groupe a été éliminé. Il a été éliminé. Par les 3B. Il a été éliminé, oui. Ils ont été éliminés et leur élimination, après, c'était de peu l'assassinat d'Abben, quoi. Ils voulaient isoler Abben, ils les ont évacués parce qu'avec eux, ils faisaient une majorité. En fait, c'était peut-être l'alternative à la militarisation, non? Mais absolument. Absolument. Qui avait été à Moscou et à Pékin au début quand vous... Le premier à avoir été à Pékin, c'était Ben Khadda. Il a été... après, il y avait une délégation gouvernementale avec Krim. Tout le monde y est allé après à Pékin. Et à Moscou? Et c'est la même délégation. C'est la délégation qui est allée avec Ben Khadda. Après, il y a une délégation avec Abbas, une autre avec Krim. Mais donc, quand vous êtes nommé au début dans la délégation des pays socialistes,
c'est parce qu'on sait que vous avez des... Ah oui, c'était de... Moi, le problème que j'avais, c'est que j'ai toujours dit que j'étais marxiste. J'ai jamais cherché à cacher et à expliquer que marxiste et communiste, d'après leur réception, ce n'était pas la même chose. Parce que eux, communistes, c'était le PCA, c'était le PCF et rien d'autre. Leur expliquer qu'il y avait différentes écoles marxistes, etc. Ils ont fini par comprendre parce que dans les discussions, j'étais un des plus, disons, des plus rigoureux. Non, indépendamment de ça, il y a quelque chose qui a marqué, c'est le texte que j'ai fait sur le PCF et la révolution algérienne. C'est resté comme ça dans les mémoires. Donc, en fait, c'est dans la lutte, la concurrence entre les gens avertis politiquement qui venaient tous du mouvement étudiant. Comment écarter quelqu'un, quoi. Et puis moi, je militais 24 heures sur 24. C'est le texte qui est paru dans le 4e international. Oui, il est paru dans le 4e international. Plus tard, avec Ben Bella, quand il y a eu les discussions avec les soviétiques, j'avais eu un petit truc rapide comme ça, assez sec, avec Khrouchtchev, à propos des Yougoslaves. Et il considérait qu'à travers l'autogestion, il y avait plus de corruption qu'à travers l'étatisation. Bon. Je lui ai répondu sur ce sujet-là, sur ce thème-là. Et après, quand il y a eu la discussion avec la délégation soviétique, alors que j'étais le plus qualifié du point de vue de Ben Bella m'a éliminé à cause de ce petit accrochage. Pas simplement à cause de l'accrochage, parce que les soviétiques avaient à mon égard vraiment une exclusive, quoi. Une exclusive. Et d'ailleurs, quand il a présenté ses collaborateurs, il a présenté tout le monde sauf moi. Mais les soviétiques savaient que tu avais des... Non, ils savaient, puisque leur ambassadeur, là, j'ai eu des conversations avec leur ambassadeur. J'ai eu des problèmes avec tous les représentants, avec les Yougoslaves, sur la bombe chinoise. Personnellement, je trouvais qu'il n'y avait pas de raison d'empêcher les Chinois d'avoir une bombe atomique, parce que je pensais que ça entrait dans le cadre de comment éliminer un interlocuteur. Et à l'époque, il y avait le problème de la reconnaissance, etc. Avec les Yougoslaves, parce que justement, donc à cause de cette bombe, avec les Soviétiques, à cause de la manière dont je pensais leur régime, et qu'ils étaient convaincus que j'étais trotskiste. Et avec les Chinois, parce que à un moment donné, quand j'étais à la Révolution africaine, j'avais reçu les félicitations à travers après une visite de Bettelheim, de le responsable des affaires du comité de solidarité afro-asiatique, un message de sympathie de Chou En-lai, qui est venu me voir avec un cadeau et tout. Mais dans leur bataille, il y avait, dans la Révolution africaine, prenez de la publicité. Alors, Chinois
et soviétiques voulaient se battre hein, par la publicité à travers la révolution africaine. J'ai dit aux Chinois, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas régler vos comptes comme ça. Alors, un incident avec l'ambassadeur, etc., est venu à mon bureau et tout. Il a commencé à gueuler. En réalité, il devait savoir par Vergès hein, quelles étaient mes positions réelles. À un moment donné, je lui ai dit, bon, vous avez dit ce que vous vouliez. Oui, c'était à propos d'un article qui était fait par un maoïste angolais. Il avait pris on parlait de Mao Tse-tung hein, comme le chef absolu de la ligne Mao Tse-tung. Ils ont protesté. Alors j'ai dit d'accord, mais écrivez-moi. Il m'a dit non, c'est vous qui faites la rectification. J'ai dit non. Je vous laisse le droit, vous avez le droit de rectifier et je publierai tout ce que vous écrivez ou tout ce que vous écrirez. Mais moi, je ne fais pas de démenti. D'ailleurs, c'est un des vôtres qui a fait cet article. Et je suis en mesure de penser aussi à un piège, à un guet-apens, je peux vous dire ça. Et puis, il est parti. Je l'ai fait sortir presque par les gens qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi. Il est parti. Il a été se plaindre au ministère des Affaires étrangères. Mais par contre, quand il a fallu discuter au fond sur l'avenir des relations et tout, la rédaction du communiqué et tout, il nous avait envoyé Ben Yahya et moi. Et notre interlocuteur, c'était le responsable au bureau politique qui s'occupait des affaires arabes, Ponyo Marev. D'ailleurs, c'était assez amusant les discussions avec ces gens-là, parce que Ponyo Marev, dans la discussion du communiqué, là, je suis rentré dans la période Ben Bella, mais enfin, c'était du coq à l'âne. Alors, dans la discussion, il a répété, on n'était pas d'accord sur certaines positions de relations extérieures. Et tout en restant dans une attitude tout à fait neutraliste. Alors il a répété, il nous a répété 4-5 fois le même discours. Alors à la fin, je lui ai dit, en riant, il dit, écoutez, monsieur Ponyo Marev, vous pensez qu'on ne vous a pas compris. Nous pensons que nous ne sommes pas d'accord. Ça fait 4 fois que vous nous dites la même chose, mais ce n'est pas la peine, nous ne sommes pas d'accord. On peut revenir un peu. Oui. Comment se sont résolus, dans cette période entre Évian 1 et Évian 2, comment se sont résolues les grandes questions qui empêchaient d'aboutir à un accord? Alors les grandes questions, par exemple le Sahara, par exemple la minorité européenne, et puis d'autres, la question des bases, la question les bases, en particulier la base atomique. Non, sur cette question des bases et tout, et même le maintien de Mars el-Kbir et tout, le FLN était prêt à composer. C'était pas problème, c'était que le Sahara si le Sahara était algérien, il ferait des concessions sur tous les autres problèmes. Il y avait le problème majeur pour les Algériens, c'était le Sahara. Et d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères, avant les négociations, là j'en ai pas parlé, mais avant les négociations, on a commencé à nous poser comme État. Hein.
et à discuter des richesses nationales, y compris avec d'autres partenaires. C'est comme ça que nous avions pris des relations avec l'ENI en Italie, avec Krupp en Allemagne et avec d'autres sociétés, etc. Nous avons mis en garde les gens qui passaient des accords avec la France sur ces questions, comme si nous étions déjà les propriétaires de l'Algérie. C'était la position du FLN. Oui, c'était le début. Oui, absolument. Un contre-État. Oui, un contre-État, voilà. Je pense que ce qui nous a favorisé, c'était la situation intérieure française. C'était un ébranlement. De Gaulle voulait en finir le plus vite possible, parce que s'il avait suivi les autres négociateurs, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et c'est la situation intérieure à la fin. Jouer en notre faveur, quoi. La menace qu'exerçait l'OAS. Oui, la menace intérieure, c'est pas simplement l'OAS, c'était l'armée. C'est pas. D'ailleurs, récemment, en discutant avec Malek Reda, il m'a dit que le général qui a signé les accords, le général de Camas, lui a dit, il l'avait reçu chez lui, il a gardé des relations avec tous les négociateurs, il lui a dit, on ne me reçoit plus nulle part. Ses camarades de l'armée, quoi. Nulle part, il a dit, c'est fini. À cause de ma signature. Bien après l'indépendance? Ah oui. Ah oui, la rancune. Oui, non, mais ça, c'est un officier français, hein? Oui. Non, mais l'armée n'a jamais... il y a une névrose au sein de l'armée sur la guerre d'Algérie. Hein, c'est pas... Non, parce que un jour, il y a Charles Geoffrey qui a organisé une rencontre des historiens. Il y avait ils ont fait venir les généraux, pas mal de généraux qui étaient en exercice en Algérie, etc. Ils ont fait des exposés comme si l'Algérie n'était pas devenue un État. Alors, parler des faits, Alors, moi, j'ai demandé une levée de séance pour discuter avec eux, à Charles Geoffrey. Il dit, bon, nous, on est venus pour discuter histoire. Si vous reprenez tout votre vocabulaire, toute votre conception, c'est pas la peine, on va partir. Hein. Et c'est moi qui ai pris l'initiative. Il y avait un colonel de l'ANP qui était venu pour ça, il n'a pas dit un mot, il a subi tout. Après, ça m'a permis de lui dire, je ne sais pas qui de vous, de toi et de moi, qui est le patriote algérien. Eh bien, ils sont revenus au bout d'un certain temps et ils ont dit, vous avez raison, nous n'utiliserons plus ces expressions. Et d'ailleurs, ça a été noté, ça a été repris par tous les historiens français qui... C'était réglé définitivement. Il y avait un problème, moi je comprends, c'était douloureux parce que sur le plan du terrain, ils l'avaient pris. Ils avaient le terrain. Ils avaient le terrain pour un temps. Comment? Ils avaient le terrain pour un temps. Oui, mais justement, il y avait ceux qui comprenaient que ça allait recommencer tout le temps et qu'il fallait arrêter définitivement, quoi. Évidemment. Oui, c'est pas des bien fous. Parce que c'est un mythe dans l'armée. Ils n'ont pas compris. Ils passaient leur temps à dire il n'y avait plus que quelques
tant d'hommes. Il dit, écoutez, la victoire du FLN, c'est d'avoir transformé les attitudes des Algériens d'une manière définitive sur la question. Vous ne vous en sortirez pas. Il vaut mieux régler les problèmes et en venir aux questions politiques au lieu. Vous avez triché en disant c'est pas une colonie, c'est un département. Bon, il est prouvé que ce n'est pas un département et par la lutte, par un certain nombre d'arguments politiques et tout, il faut que vous acceptiez ça. Mais eux, ils ne raisonnaient que militairement. Mais le gars qui a fait la répression de mai 45, j'ai oublié son nom, c'est aussi un général. Dans son rapport, il a dit « Je vous ai donné la paix pour 10 ans ». Il ne s'est pas trompé beaucoup. Hein. Non, ouais. 9 ans. Ouais. Ah oui. Non, mais dans l'armée. C'est-à-dire, il les engageait à aborder politiquement la question. Écoute. Mais dans l'armée, moi, il se trouve que j'étais jeune, mais j'étais dans l'armée. Oui. Ils avaient un tel mépris pour tous les colonisés, un tel mépris que les défaites étaient insurmontables par cette armée. Oui. Des gens qu'ils avaient méprisés tant et plus, les foutaient dehors, après qu'ils les aient eu écrasés pendant des décennies et des décennies. Ils en sont toujours au même point. Hein. Oui. Ils continuent à faire des films, par exemple, extrêmement ambigus, extrêmement... Ah oui. Mais il y a un copain qui a ressorti les écrits de l'OAS, il va le publier en Algérie. Dans les tracts de l'OAS, il y avait assassiner tous les médecins, tous les chirurgiens dentistes, les rendre dépendants à notre égard, carrément. C'est incroyable. C'est un document, quand on parle des nazis, c'est ça. Hein. Oh, mais c'est presque pire parfois, presque pire. C'est écrit, c'est noir sur blanc. C'est écrit, noir sur blanc. Ouais. Oui, il y avait eu la publication des archives de l'OAS Parle dans la collection archives. Mais ça y était pas, je crois pas. Non. Non, il y avait... Et même pour d'autres choses à propos de tout ce qui est qualifié en Algérie, de tous les gens qui étaient qualifiés. Ils ont pris les gens dans les hôpitaux, ils ont tué les gens dans les hôpitaux. Donc en fait, ça s'est résolu comment, le Sahara? On a trouvé des formules de coopération, mais la souveraineté sur le territoire était acquise. Le reste, c'était des accords sur une longue distance qui ont été réaménagés progressivement. Et même quand le gouvernement a nationalisé, il a nationalisé la moitié, il n'a pas pris le contrôle de toute... oui. En 70? Oui. C'était pas une nationalisation totale. Donc quelque part, il reste... Alors que nous, surtout, mais je reviendrai plus tard sur ça, nous, à gauche, on disait il faut négocier sur le pétrole. Sur le gaz, il n'y a pas de négociation. Parce que le gaz, ils l'ont découvert en investissant pour le pétrole. C'est un hasard, ils sont tombés sur le gaz, ils n'ont pas investi pour le gaz. Il n'y a pas eu de capitaux spéciaux investis pour le gaz. Dans les négociations, tout à l'heure, je crois, Bernard avait posé la question du chef de la négociation et tout. Krim a été nommé comme chef de délégation sur proposition de Ben Bella. En réalité, c'était un calcul politique. Parce que le compromis, c'est lui, c'est Krim.
qui le faisait. Et il n'a pas tardé à le dénoncer tout en disant aux Français non, je suis pour, etc. Les départements, bon, les départements pays socialistes, on a vu que le dernier c'est le département Amérique latine, mais donc quand vous arrivez, il y a combien, quels sont les départements à part celui Quand on était arrivé, il n'y avait pas ces trucs de département. Ils ont été créés après. Le docteur Lamine avait un staff. C'est le cabinet qui dirigeait tout. Et en rapport avec un certain nombre de délégations. Les changements, c'était la départementalisation du ministère, les zones qui étaient contrôlées, etc., la nomination de nouveaux comment dirais-je, de nouveaux responsables dans des missions, que ce soit aux Indes, que ce soit à Beyrouth. J'ai changé comme l'Irak aussi, à l'époque c'était le gouvernement de Qasim. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi des pratiques des gens. Par exemple, quand je suis allé à Bagdad pour installer le nouvel ambassadeur là-bas, j'ai organisé l'ambassade avec des responsabilités précises pour chaque affaire, les finances, le matériel, et tas de trucs. Et je suis allé pour discuter avec le ministre des Affaires étrangères. Quand je suis revenu, j'ai trouvé deux fonctionnaires qui m'ont dit, il nous a pris, par exemple, pour les coffres, etc., les trucs finances, il nous a tout pris. J'ai dit, mais pourquoi vous lui avez donné? Il n'a pas le droit de vous dépendez du ministère. Vous êtes sous son autorité, mais vous demandez. C'est-à-dire que les gens ne se faisaient pas du tout dans les missions à la spécialisation et à des rôles. Il ne se faisait pas à l'idée qu'il lui fallait avoir une signature de quelqu'un d'autre, du trésorier, pour pouvoir tirer de l'argent qu'il fallait et que le trésorier, lui, devait appliquer un règlement. Ça ne leur rentrait pas dans la tête. C'était comme des propriétaires. Quiconque était dans une mission se considérait comme le propriétaire de cette mission. Et ça, c'est vraiment des pratiques, parce que les règlements existaient, mais ils étaient rarement appliqués. Il fallait vraiment se bagarrer pour appliquer un certain nombre de dispositions nouvelles, c'est-à-dire une vraie administration. Ça s'est passé comme ça aussi. Je connais un cas précis, c'est celui d'un village près de Guelma, Gounou. Alors, c'est un capitaine de l'armée qui était à l'extérieur, qui est sorti de l'armée. Il a pris la direction de la municipalité de Gounou. Et alors, il a vu le gars qui était responsable de la recette. Il lui a dit, je veux ceci, je veux cela. Il a dit, mais tu peux pas. Il y a un règlement, il y a pour le fonctionnement, il y a un budget qui est voté, tu ne peux agir que sur le budget qui a été voté, etc. Il lui a dit, alors, moi, cette responsabilité, je n'en veux pas. Comme ça. Il est parti. C'est-à-dire que l'état qu'ils avaient dans la tête, c'était quelque chose d'autre, quoi. Et
à Ankara, donc c'était pour quel motif les réticences des Turcs? Politique. Les rapports avec la France, remarque ce problème, on l'a eu aussi avec les Yougoslaves. Hein. Les Yougoslaves ne nous ont reconnus qu'à Belgrade. Donc en quelle année ça? C'était 61, 60? Non, c'est 61, septembre 61. Il y a beaucoup de gouvernements qui nous ont reconnus en 61 parce qu'ils estimaient que c'était fini. Quoi. Cela étant, les Yougoslaves ont fait tout, presque tout correctement avec nous. Ça, mais on peut comprendre des choses comme ça. Parce qu'ils ont apporté de l'appui à la lutte armée. Ils ont pris énormément de gens pour les stages, pour la formation. Ils n'avaient pas de moyens non plus, de gros moyens. Et en Égypte, à part donc l'exemple d'Al-Aram, du journal Al-Aram, il y avait des contacts avec des... J'avais rendez-vous, j'avais des contacts avec toute l'intelligentsia de gauche et avec les nationalistes arabes. D'ailleurs, j'ai gardé tous ces rapports. Maintenant, c'est des générations qui sont parties, mais j'ai gardé très, très tard les rapports avec eux. Et donc les communistes que vous retrouvez en Afrique, enfin que c'est des gens que vous avez connus en France, quand vous étiez... les gars de la FEANF, je les connaissais de Paris. Hein. Les gars de Paris. Mais ils ont tous été progressivement absorbés par les États. Quelques-uns, à part quelques-uns, d'une manière générale. Et même, par exemple, pour les Marocains, tous les plus importants des dirigeants communistes que j'avais connus, ils sont tous passés à l'UNFP après. Sauf un, il était médecin personnel de Mohamed V. C'était un type très bien, il est vraiment formidable. C'est Dr Meswak. Il est resté jusqu'au bout au bureau politique du Parti communiste. Jusqu'à sa mort. C'est le seul qui est resté comme ça fidèle à ses options. Et en même temps, il était le médecin personnel du roi. Médecin personnel, oui. Mais c'est un fils de l'aristocratie, hein, c'est le fils d'un grand feudataire. Ça joue. Les alliances familiales, les trucs, ça. Ouais.